suis le président et fondateur du cabinet WIN, qui est un cabinet en transformation et en conseil stratégique des ETI et des PME. On accompagne les industriels dans leur transformation depuis l'écriture de stratégie jusqu'à la mise en œuvre au changement, l'accompagnement au changement des équipes en passant par la digitalisation des processus et la performance globale des entreprises. Aujourd'hui, on va parler effectivement transformation digitale et conduite du changement. L'humain au cœur de nos projets, c'est ce qu'on porte énormément chez WIN, de mettre l'humain au cœur de la transformation des PME et des ETI. Donc pour nous, les enjeux de l'industrie d'aujourd'hui et surtout de demain, c'est de replacer l'humain au cœur de la transformation des PME et des ETI et non l'inverse. On entend souvent parler effectivement de transformation digitale, de transformation par l'IA, mais tout ça a du sens que uniquement si on place l'humain au cœur de la stratégie et de la transformation des PME et des ETI, et tout en impliquant les collaborateurs, en ayant une vision depuis la stratégie globale de l'entreprise, des dirigeants, pour impliquer tous les collaborateurs. Donc aujourd'hui, on va parler changement, transformation, et pour vous, on voulait vous apporter quelques grands items sur le changement. Qu'est-ce que pour vous le changement aujourd'hui? On va essayer d'y répondre en quelques items. Effectivement, c'est de pouvoir répondre avec des affirmations et avec une assurance sur les énoncés suivants. C'est dans vos entreprises, est-ce que vous êtes capable de répondre par ces 3 items avec une affirmation et une assurance? Je comprends le changement et je sais pourquoi il est important, ce changement. Deuxième item, c'est je suis en mesure d'accompagner mon équipe dans le changement. Et puis troisième item, c'est comment choisir et utiliser les bons outils en fonction des tâches à accomplir, parce qu'effectivement le changement il doit être incrémental et de façon step by step. Donc qu'est-ce que le changement? Donc le changement, effectivement, c'est d'aligner les défis de vos entreprises avec un impact fort. Il y a trois items effectivement sur ce sujet, c'est créer, s'adapter et aligner et mobiliser. Donc plus on va mobiliser les collaborateurs et je devrais dire les équipes dans la transformation. On aura un impact plus fort sur les solutions qui sont déployées, notamment dans le digital. Effectivement, on va en tirer le plein potentiel des solutions. Plus on intègre effectivement ce sujet de l'impact et de la mobilisation des collaborateurs, ce qui veut dire qu'il va falloir les accompagner dans le changement et à s'adapter. Donc c'est là où on va tirer le maximum potentiel des solutions digitales. Et on sait très bien, et on peut prendre le sait également, c'est très bien de mettre en place un ERP, un MES, de l'IA, mais effectivement, si derrière les collaborateurs ne sont pas impliqués, on sait très bien que les solutions, elles n'ont pas de grand succès ou de pérennité dans les sociétés ou dans les organisations. Voilà, c'est ce que je disais, créer une solution, c'est très bien, mais en tirer le plein potentiel pour l'organisation. Et nous, quand on accompagne les PME ou les ETI dans leur transformation, on parle réellement d'accompagner le changement de l'organisation, ça veut dire de l'entreprise et des collaborateurs. Donc il faut en tirer le plein potentiel des solutions. Les solutions, elles sont bien, elles apportent de la flexibilité, du process, de l'engagement, mais les collaborateurs, faut également si on veut en tirer le plein potentiel, faut les engager au plus tôt. Donc qu'est-ce que le changement? C'est déjà être prêt effectivement auprès des équipes. C'est aussi deuxième item, c'est savoir s'engager et être capable dans le changement. Et le changement, effectivement, faut en être conscient. Quand on met en place une nouvelle solution digitale, c'est bien de le présenter, mais c'est aussi important de savoir si les collaborateurs sont prêts et ils sont prêts à s'engager et à être capables à prendre ce nouveau changement et cette nouvelle direction. Être capable, ça veut dire aussi être formé, être à l'écoute de ce changement en fait.
Je vais vous redonner deux chiffres. 100% des changements qui ont été réussis ont une excellente base technique. Cependant, on sait également que 98% des changements non réussis avec une excellente base technique, ce qui veut dire que dans le changement, il n'y a pas que la technicité, il n'y a pas que la solution qui implique le changement, et c'est ce que je disais juste auparavant, c'est comment on fait pour impliquer ce changement dans les équipes. À partir de vos expériences, voilà la différence entre une réussite et un échec, c'est de l'équipe RIO, le point de la solution. Donc là, je crois que l'humain est... J'ai un objectif. Exactement. La réussite, c'est qu'on a déjà défini des objectifs clairs, partagés et où tout le monde, il y a l'adhésion et où on a atteint l'objectif. L'échec, c'est une forme de s'améliorer, d'être dans la prochaine étape. Et ça ne veut pas dire qu'on a échoué, qu'on ne va pas réussir en fait. Donc l'humain, effectivement, il a tout son sens dans la réussite et dans l'échec. L'échec, effectivement, peut-être que les objectifs étaient peut-être pas bien définis. Dans la réussite, effectivement, l'objectif était clairement défini, partagé et adhéré par l'ensemble des collaborateurs. J'ai également un projet bien cadré avec les bons sponsors identifiés et un véritable accompagnement. Ouais, l'accompagnement, effectivement, c'est juste essentiel, effectivement, dans l'accompagnement au changement. C'est bien pour ça qu'on appelle l'accompagnement au changement. C'est de se dire, et on verra un peu plus tard, il y a aussi cet item qu'il faut avoir en tête, c'est la communication, elle est juste essentielle, il y a d'autres transversales aussi. Voilà, j'ai également l'humain devient propriétaire. Par humain, j'entends l'utilisateur et non plus l'équipe projet. Et on descend vraiment à l'utilisateur et ça reste pas dans le monde. Exactement, et ça, c'est un petit peu ce qu'on prône aussi chez Win, c'est aussi faire de l'accompagnement personnalisé parce que chacun n'a pas les mêmes attentes, chacun a son périmètre, chacun a sa zone de confort et chacun a son regard sur le changement aussi. Et parfois, on aura peut-être 2-3 questions, c'est quoi les freins au changement? Notamment, il y a ce sujet de la formation et de la formation personnalisée. Chacun n'avance pas au même rythme. Et justement, pour accompagner le changement, il faut vraiment s'appuyer sur les personnes, effectivement, ou les services qui sont demandeurs, qui sont prêts au changement pour justement faire adhérer tout le monde au changement et à ces nouvelles solutions technologiques, en fait. Je n'avais plus d'autres retours. C'est OK pour vous? Donc, l'adéquation de l'adoption du changement, effectivement, c'est la qualité de la solution technique. Ça, je pense que OpenProd, ils en sont pleinement conscients. Il y a aussi la partie acceptation de toutes les parties prenantes. Quand on dit toutes les parties prenantes dans l'accompagnement au changement, et lorsqu'on met en place une nouvelle solution technologique, je pense par exemple à un ERP, effectivement, il y a les services en interne, mais aussi il y a les services externes ou les clients externes. Donc, et puis effectivement, il y a l'efficacité des résultats. Et c'est là où on va s'attacher à mesurer l'efficacité des résultats des collaborateurs et aussi des clients. Parce que forcément, l'accompagnement au changement a forcément un impact sur les clients qui sont réceptifs à ce changement. Pour faire simple, effectivement, un chef de file du changement, c'est quoi? Donc, c'est quoi faire, avoir les bonnes choses et au bon moment avec les bonnes manières, effectivement. Ça, c'est s'attacher à avoir des orientations de tâches et des outils et des modèles. Et puis, comment faire? C'est être centré sur les personnes, orienté vers l'apprentissage et puis surtout poser des gestes significatifs, orienter des relations d'attitude et de réflexe. C'est les deux éléments qui sont importants pour co-construire effectivement avec les équipes l'accompagnement au changement. Il y a d'un côté les outils avec des outils simples de suivi et de communication, mais il y a aussi très orienté sur la partie formation et apprentissage qui permet d'avoir step by step des évolutions des équipes et un regard et un changement du regard en fait. Je vous prends deux exemples dans l'accompagnement au changement qu'on connaît un petit peu dans les années 93. Il y avait cette volonté de Renault et de Volvo effectivement de se rapprocher. Effectivement,
comme on disait tout à l'heure, prendre toutes les parties prenantes, c'était important. Et donc, les deux CODIA, ils avaient une volonté de se rapprocher, de former un seul et même groupe qui débouchera plus tard sur l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. En fin de compte, ils n'avaient pas pris en compte les avis des directeurs de site. Et donc, les directeurs de site étaient complètement pas prêt au changement et avait mis un certain nombre de freins à ce rapprochement, qui fait qu'aujourd'hui, en 93, le rapprochement entre Volvo et Renault n'a pas abouti, mais quelques années plus tard, dans les années 2000, effectivement, on a vu l'aboutissement de l'alliance Renault-Nissan, qui effectivement a mieux pris en compte effectivement toutes les parties prenantes, depuis les opérateurs, les directeurs de site, et puis également les clients. Voilà. C'est important de prendre et d'avoir une visibilité assez globale dans le changement. Et puis dans l'agroalimentaire, un client qu'on a accompagné avec un client qui a voulu moderniser son unité de production. On est dans le milieu de l'agroalimentaire, de la charcuterie. Effectivement, je ne vais pas vous cacher qu'effectivement ces gens-là, ils aiment plutôt bien manger. Et les gens qui avaient mis en place la nouvelle unité de fabrication et de conditionnement n'avaient pas pris en compte qu'effectivement, que dans ce milieu-là, effectivement, les collaborateurs avaient un petit peu d'embonpoint, effectivement, et donc du coup, la nouvelle ligne de fabrication, elle n'avait pas obtenu la performance souhaitée, parce que les gens, en fin de compte, on les avait un petit peu contraints, parce que la ligne de fabrication et de conditionnement, elle avait été mise un peu du côté des murs. Effectivement, les collaborateurs et notamment les chefs de conditionnement ne passaient plus entre le mur et la ligne de fabrication. Mais c'est tout bête, mais c'est de prendre en compte effectivement les attentes de chacun, et en fin de compte, nous on est venu un petit peu en mode pompier pour essayer de retrouver comment on pouvait essayer d'améliorer cette unité de fabrication et de conditionnement. Je vais vous redonner 7 clés effectivement qui pour nous sont importants sur la partie accompagnement au changement. Cette clé nécessaire, c'est déjà de comprendre, recruter effectivement les bons sponsors, je l'ai entendu tout à l'heure, et de concevoir des solutions adaptées à l'ensemble des collaborateurs. Et puis il y a toute la partie organisationnelle, c'est de communiquer. Plus on communiquera, on arrivera à mieux motiver les collaborateurs et de faire avancer sur des quick wins, justement pour essayer d'agir et de consolider un changement qui soit pérenne et solide dans le temps. Donc effectivement, il faut agir sur la partie solution, donc effectivement comprendre, recruter, concevoir, et puis agir également sur la partie organisationnelle, motiver, communiquer, agir et consolider, qui permettra effectivement les deux, solutions et organisation, d'avoir quelque chose qui soit très pérenne dans l'accompagnement au changement. Est-ce qu'on peut se donner encore 2 minutes, s'il te plaît, Cédric? Oui. 2 petites questions. Qu'est-ce qui a changé dans votre perception du changement, et au cours des 2 prochaines semaines, qu'est-ce que vous ferez différemment dans vos organisations? Vous avez retenu quelque chose de pertinent et que vous pourriez mettre en place assez rapidement dans vos organisations? J'ai un retour. Améliorer la communication, prendre plus de temps avec les collaborateurs avant de déployer. Les freins et les contraintes à ces nouvelles solutions, ça c'est important, ouais. Je reviens dessus. Communication, onboarding des équipes par l'accompagnement. Donc on reste sur la communication et recenser effectivement toutes les craintes des collaborateurs. Je reprends à nouveau un exemple vécu. On a déployé effectivement une solution de ERP chez un client dans la plasturgie, et pour moi ce qui était important de faire adhérer le changement auprès des collaborateurs, c'est lorsqu'on devait valider effectivement le cahier des charges avec la direction, qui avait été co-construit avec l'ensemble des équipes, et c'est de se dire, on réunit tout le monde, tous les responsables de secteur, qualité, service achat, service logistique, la comptabilité, la direction effectivement, et de recenser est-ce qu'ils veulent y aller ou pas effectivement sur ce projet de ERP, et de prendre du temps avec chaque responsable de service et collaborateur, de se dire pourquoi tu as envie d'y aller et qu'est-ce qui permettrait d'y aller, et c'est quoi aussi un petit peu tes freins qui permettraient de ne pas y aller en fait.
Et ça, effectivement, c'est juste essentiel. Alors, bien sûr que ça prend plus de temps que des projets classiques, effectivement, où on déroule de la solution, mais c'est ce qui permet de réussir des projets sur du long terme et de pérenniser et d'avoir une performance des collaborateurs et de faire adhérer l'ensemble des collaborateurs au projet, en fait. Là, j'ai une remarque. Pour moi, il y a beaucoup d'effets de marketing dans le terme de la digitalisation, de transformation qui ont commencé il y a 20 ans, de manière continue, en impliquant bien les personnels. Tout à fait, là je rejoins, aujourd'hui on parle de IA, d'industrie 4.0, industrie 4.5 ou industrie 5.0, tout dépend où est-ce qu'on met le curseur. Il y a à la fois du marketing, mais il y a aussi il y a une prise de conscience que le digital apporte plus de performance aux entreprises. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Je ne sais pas qui est-ce qui a marqué ça, mais qui a fait remonter ça. Mais la continuité digitale dans les grands groupes, c'est des sujets qu'ils ont pris à bras le corps depuis une vingtaine d'années, effectivement. Aujourd'hui, là, le vrai sujet, c'est comment on arrive effectivement à faire prendre conscience aux PME et aux ETI d'avoir une vraie continuité digitale, tout en impliquant le collaborateur, puisqu'aujourd'hui, on a tout de même des enjeux, et ça a été dit en introduction, on a des enjeux importants sur l'industrie en France et en Europe, effectivement, avec des taux de chômage qui avoisinent entre les 5 et 7%, et c'est comment on fait pour faire adhérer l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils restent performants, qu'ils adhèrent complètement à la vision de l'entreprise et qu'ils soient, je dois dire, pérennes dans leur fonction et dans la structure, parce que c'est important de capitaliser sur les compétences aujourd'hui. Si on veut effectivement relever les manches de la compétitivité de l'industrie en France et européenne, je pense que c'est important de capitaliser sur les compétences. Et donc l'accompagnement au changement, il est juste essentiel aujourd'hui. L'humain doit être au centre des préoccupations, des solutions digitales, que ce soit de l'ERP, de l'IA, du MES, effectivement. Et c'est des choses qui commencent à être bien prises en considération. Et ensuite, j'ai planifié son projet et rassemblé l'équipe, animé sur des objectifs étape par étape. L'apport des différents niveaux hiérarchiques doit cependant se faire au bon moment. Ouais, tout à fait, ouais. Et je pense que je l'ai dit un petit peu auparavant. C'était justement là, effectivement, d'avoir les bonnes choses au bon moment et de la manière, avec les bonnes manières. On ne communique pas de la même manière à un opérateur qu'un responsable de secteur ou qu'à la direction, effectivement. Il faut utiliser les bons outils au bon moment en fonction des personnes à qui on a en face, effectivement. Dans le même ordre d'idée, j'ai une intervention aussi. C'est le plus important à mes yeux est de procéder à l'amélioration continue des chaînes d'autorité de l'organisation, du top management à l'opérateur. La difficulté étant de ne pas le faire dans un rapport moralisateur. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est en y allant avec le mode du questionnement, ça évite cette approche très moralisatrice, très donneur de leçons. C'est moi le sachant, j'arrive avec mes gros sabots, façon de parler, de consultant ou de donneur de leçons. Non, il faut réellement se mettre au même niveau qu'un opérateur ou qu'un responsable d'atelier ou qu'une direction, effectivement. Et on ne parle pas avec les mêmes outils, effectivement, en fonction des opérateurs, tout à fait des personnes impliquées. Parfait. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant qui sont remontées. Parfait. Voilà, et puis moi, on s'arrêtera là effectivement pour l'accompagnement au changement. Et donc voilà, c'est ce que je disais. Nous, oui, on a un cabinet en stratégie et transformation des PME et des ETI. Notre volonté, c'est réellement d'accompagner ces organisations depuis l'écriture ou la coécriture d'une feuille de route de transformation jusqu'à l'accompagnement au changement et puis en passant par la digitalisation des processus pour essayer de rendre les entreprises plus performantes et plus pérennes globalement. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à une séance de questions-réponses. Des questions, ouais. Je pense que vous avez des questions pour Thierry. C'est l'occasion. Faut pas hésiter, on est là pour prendre du temps, il n'y a aucun souci. Je
sais pas si... Ah, quelqu'un est en train d'écrire une question. C'est toujours à celui qui prendra effectivement le lead, je me lance ou je me lance pas. Après, oui, on pourrait se poser une question au milieu des optimisations de process des systèmes. Comment on fait pour garder l'humain au cœur du projet, en ayant quand même des objectifs de rentabilité, de performance, etc. Donc ça, c'est une des questions qu'on peut se poser en disant, comment réussir à ménager l'humain tout en sachant que mon projet doit quand même être rentable et est-ce que des fois, je ne dois pas faire des choix, en fait. Eh ben les deux, mon capitaine, parce que il faut toujours avoir cette idée, effectivement, et là, moi, je reprends ma casquette en tant qu'ingénieur, effectivement, c'est important de bien cadrer un projet, d'avoir des KPI, des objectifs, un planning, des jalons, mais on ne peut pas faire l'impasse également de se dire, parfois, il faut peut-être ralentir le rythme ou accélérer le rythme, tout dépend où est-ce qu'on en est dans la dynamique de l'entreprise et de la volonté des collaborateurs. Se dire, on a peut-être besoin de se poser là, chef, excusez-moi, mais là, j'ai pas tout compris comment ça allait se passer, et justement essayer de reprendre du temps avec les collaborateurs pour essayer d'enlever tous leurs freins au changement et de se dire, on a toujours fait comme ça, comment on va faire demain. Et donc c'est important de se dire, de se poser et de comprendre les freins des collaborateurs. Et parfois, les freins, c'est juste parce que la stratégie n'a pas été posée ou parce que tout simplement il y a la résistance au changement et c'est compréhensible. Je ne sais pas si vous avez ces chiffres en tête, mais dans l'accompagnement au changement, on peut dire qu'il y a un tiers des collaborateurs qui sont moteurs au changement, qui se disent alors c'est génial, c'est une formidable opportunité pour nous, on y va, on mène le projet, on donne une dynamique et c'est très moteur pour l'entreprise et pour les collaborateurs et les services. Vous avez deuxième tiers qui est un peu le ventre mou, qui est un peu suiveur, et puis après vous avez le dernier tiers où effectivement là c'est le dernier tiers qui est un peu plus compliqué à travailler, c'est ceux qui sont réfractaires au changement, qui ont toujours peur du changement et qui ont toujours dit on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait. Donc, et pour réussir sur des projets, et je reviens sur la question du ROI, il faut essayer de s'appuyer de ces gens qui sont très moteurs sur le premier tiers pour justement essayer de faire adhérer le dernier tiers au changement en fait. Et je vois par exemple dans une entreprise, on a mis en place du Lean, le dirigeant qui est très, très porteur sur du Lean, les ateliers un peu moins, mais en fin de compte on a fait un premier test sur un atelier, sur les 3 ateliers, et en fin de compte les gens ont vu que les choses s'amélioraient et que ça apportait beaucoup plus d'efficacité dans leur travail, beaucoup plus de confort, beaucoup plus de stérilité. Et en fin de compte, les 2e et 3e ateliers ont suivi. Et en fin de compte, aujourd'hui, on a presque un trimestre d'avance par rapport au projet. Donc parfois, il faut savoir aussi faire un break pour recenser les freins et s'appuyer sur les éléments moteurs pour essayer après derrière accélérer sur le projet. Et en fin de compte, c'est en misant énormément sur l'humain qu'on arrivera effectivement à avoir un ROI en mode projet en fait. Merci Cyril. J'avais une question. Est-ce que Win intervient lors d'une installation OpenProd ? On fait également de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, effectivement. On intervient depuis le cahier des charges jusqu'à l'accompagnement opérationnel au déploiement d'OpenProd, effectivement. On l'a déjà fait, on le fait actuellement. Mon associé est sur un dossier dans l'aéronautique. Donc oui, on accompagne également les PME, les ETI dans cette dynamique pour justement essayer à la fois donner du rythme, avoir un regard extérieur et challenger tout le monde dans le projet. Comme je disais tout à l'heure, avoir recensé toutes les parties prenantes pour en faire un vrai succès. Et de par mon expérience et celui de mon associé qui a plutôt une expérience dans des projets complexes chez Lafarge et chez General Electric, qui fait qu'on est un petit peu les garants aussi entre les équipes clients, OpenProd et le day-to-day pour justement challenger la réussite du projet. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Quelqu'un qui écrit. Ah, super, merci.
Donc, c'est la réponse à... Voilà, c'est le merci par rapport à la question précédente. J'ai été peut-être un peu long dans l'explication, mais oui, effectivement, on fait de l'accompagnement au déploiement et à la revue des processus, parce que lorsqu'on déploie un système, c'est une solution digitale, c'est aussi important de revoir l'ensemble des processus dans l'entreprise et de savoir est-ce qu'ils sont OK, partagés par tous les collaborateurs, qui permettra effectivement de gagner du temps dans le déploiement des solutions type ERP, MES. Voilà. Alors, j'ai un commentaire qui n'est pas une question, qui est une affirmation, qui est ce qui est aussi très important est un RACI bien établi. Les prises de décision doivent être claires pour définir une feuille. Exactement, tout à fait, ouais, tout à fait. Non mais complètement là, je partage cet avis. Le rôle et les responsabilités de chacun. J'ai en tête, par exemple, j'étais en déplacement début de cette semaine chez un client qui fait dans le milieu du médical avec une volonté de se digitaliser. En fin de compte, on se rendait compte que c'est le directeur industriel qui fait un bout des devis, les achats qui sont pas partie prenante lors de l'établissement des devis et les commerciaux qui font uniquement pousser le devis. Je pense que pour que tout marche bien, effectivement, il faut réellement bien établir cette grille de RACI, des rôles et des responsabilités. Il y a les achats ont un bout de responsabilité, les commerciants ont un bout de responsabilité, et le directeur industriel a un bout de responsabilité aussi pour lors de l'établissement des devis, pour que derrière, en production, ça ne soit pas la cata, effectivement. Et ça, également, ça rejoint le point que je disais tout à l'heure. Il faut un bon RACI qui soit bien établi, partagé avec l'ensemble des collaborateurs, et que également l'ensemble des processus dans l'entreprise soient fiables et robustes. C'est important. Mais ça se co-construit avec l'ensemble des collaborateurs. On ne fait pas ça tout seul dans son coin. C'est mon avis. Mais je partage effectivement le RACI, il est juste important et nécessaire. Merci Cyril. Alors, moi, j'aurais une petite question aussi, qui est en fait petite, hein. La transformation numérique. Et effectivement, quel KPI et quelle mesure tu peux mettre en place pour dire que la transformation, elle est réussie, en fait? Moi, je parlerai pas de KPI en fait dans la réussite de transformation, même s'il y a cette volonté, et je reprends ma casquette d'ingénieur et j'ai été biberonné précédemment dans mon expérience dans l'automobile, effectivement. Mais je pense que ce qui est important dans la transformation et l'accompagnement au changement des PME et des entreprises, c'est l'engagement, c'est comment on arrive à mesurer l'engagement des collaborateurs. Par exemple, lorsqu'on a moins de turnover, par exemple, il y a aussi l'engagement des clients, de se dire bah tiens, on avait un client potentiellement, il allait peut-être à la concurrence, on a réussi à le récupérer. Ça veut dire que potentiellement les collaborateurs ils se sont plus adhérés à la culture de l'entreprise, ils ont revu les processus dans l'entreprise, ils sont plus engagés. Et puis je pense qu'un troisième élément important pour moi, c'est aussi l'efficacité opérationnelle. Lorsqu'on a moins de rebuts, lorsqu'on a moins de casse, et ben, tout ça peut se mesurer. Mais je pense que les KPI, ils doivent être issus de ces trois engagements, de l'efficacité, l'engagement des collaborateurs, l'engagement des clients, et puis l'efficacité opérationnelle. Et l'efficacité opérationnelle, on peut mettre en place des KPI, moins de retours en SAV, moins de rebuts, on arrive à mieux livrer nos clients. Tout ça est issu uniquement lorsqu'on a pleinement un engagement des parties prenantes, clients, collaborateurs, direction, et c'est comme ça qu'après on peut mettre en place des KPI, effectivement. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Cédric? Oui, je pense, oui, tout à fait. J'ai encore une question d'un des participants qui me semble assez simple. C'est une question qu'on nous pose assez souvent, nous aussi, de notre côté. Donc, je reprends la question. C'est souvent le plus difficile et de bien estimer le temps de travail de chaque participant pour le projet. Un projet réussi de la conception au déploiement est un projet quand chacun passe le temps nécessaire. Ma difficulté est de bien anticiper la charge de travail. Y a-t-il une bonne pratique ou des règles permettant, suivant les phases de projet, d'estimer le temps à passer par les participants? C'est vrai que c'est la mobilisation de l'équipe. Ouais, tout à fait. J'entends.
Oui, d'autant plus qu'on est sur des projets où on est sur des nouvelles façons de travailler. On peut mettre en place des outils assez simples, mais je pense que ce qui est important, alors des outils, je pense à Asana, Trello, qui permettent effectivement de suivre les projets. Donc ça, je pense que tout le monde en est bien conscient, effectivement, de suivre son projet avec des jalons et des temps en fonction de chaque étape du projet. Ce qui est important aussi, c'est au démarrage du projet, c'est de le co-construire avec les collaborateurs, de se dire, bah tiens, comment tu vois cette prochaine étape, et ne pas sous-estimer, toujours se mettre aussi un petit peu de marge de sécurité. On n'est jamais à l'abri d'un retard. On avait prévu 3 ressources sur cette étape, et ben en fin de compte, on en a plus qu'une et demie parce qu'il y a Josette qui est partie, voilà, elle est partie à la retraite, et puis on a un congé maternité. Voilà. Je pense que ce qui est important, c'est ces 2 éléments, c'est de mettre en place, effectivement, de co-construire avec les collaborateurs sur les projets, leur rôle et leurs responsabilités, et de co-construire avec eux le temps qu'ils vont pouvoir estimer, et puis rajouter également une marge de sécurité pour s'assurer que le projet va bien délivrer dans les temps et les heures. Si le projet avance mieux que prévu, tant mieux, on sera tous contents. Par contre, des délais, des retards, c'est toujours ennuyeux, ça met du stress et ça met du stress à tout le monde en fait. Mais même en termes de budget, voilà, des projets qui dérivent, c'est toujours pas très bon et pas très sain de travailler dans des projets qui dérivent un petit peu. Donc voilà, c'est de co-construire avec eux, avec les collaborateurs, comment ils anticipent leur travail, planifier avec eux le travail, et puis rajouter une marge de sécurité. Et la RACI, je pense, est aussi nécessaire à ce moment-là. Ouais, mais en fin de compte, tout est lié. On se rend bien compte que tout est lié. Si effectivement on veut l'engagement des collaborateurs et que le projet se passe bien, il faut co-construire avec eux le cahier des charges, faire une espèce de wishlist avec eux de comment ils voient l'organisation demain, retravailler effectivement les processus, est-ce qu'ils sont partagés, est-ce qu'ils sont ok pour tout le monde dans l'entreprise. Et puis le rôle et les responsabilités de tout le monde, il est juste important. C'est pas aux commerciaux de faire un devis pour la production, c'est le devis, il doit être fait à la fois en production, avec les commerciaux et avec les acheteurs. Voilà. Donc c'est à redéfinir les rôles et les responsabilités de chacun. Voilà. Donc tout est lié en fait dans l'accompagnement au changement, et c'est la clé de réussite d'un projet, c'est d'impliquer tout le monde, même si ça prend parfois un peu de temps, mais c'est juste essentiel si on veut que le projet se passe dans les meilleures conditions et que tout le monde sorte avec le sourire, effectivement, que ça ne soit pas quelque chose qui soit contraignant. J'ai une dernière intervention qui est sur le rôle du chef de projet, en fait. Donc, je cite, « De mon point de vue, les vraies difficultés arrivent quand le chef de projet délègue de trop par manque de compétences transversales, de garder la main sur tous les processus. » Il faut savoir déléguer, mais il faut savoir aussi tendre la main. Et c'est tout le rôle du chef de projet. Il doit être leader, en fait. Il ne doit pas être donneur de leçons, comme on disait, on l'a un petit peu entendu tout à l'heure. Il ne doit pas être moralisateur. Il doit co-construire avec ses responsables. Il doit être aussi, il doit savoir tendre la main et faire aussi une part du travail pour que derrière tout le monde puisse s'appuyer sur ses compétences. Il faut savoir déléguer sur des compétences, sur des périmètres, mais il faut savoir aussi, c'est le juste équilibre entre déléguer et prendre le lead et faire avec eux en fait. Mais c'est tout le rôle du chef de projet, pour l'avoir vécu chez Renault. J'ai été chef produit chez Renault. Effectivement, c'est de trouver le bon équilibre en étant cette posture de leader, de chef de projet, de coordinateur, de chef d'orchestre. Mais à la fois, il faut savoir tendre la main et faire avec eux, avec des collaborateurs qui ont peut-être parfois un peu plus de mal. Et c'est comme ça que le chef de projet prend tous ces galons de leader en fait. C'est de co-construire sur des tâches un peu parfois complexes, mais c'est de co-construire avec eux et de faire un peu avec eux. Savoir tendre la main. Faut pas... Et ça rejoint un petit peu l'aspect communication également. Et il faut aussi savoir apprendre à dire bah non, là, attention, là c'est pas dans mon périmètre, je sais pas faire, est-ce que je peux me faire accompagner, et savoir lever le doigt quoi. Merci Cyril pour cette réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci à tous.